de l'UDI, vous êtes président des députés UDI Agir et Indépendants à l'Assemblée nationale et vous êtes également député de Seine-Saint-Denis. L'Europe, c'est un vrai sujet en tout cas qui vous est cher. Là, on est en plein dans l'actualité. Barkhane, Chamal, est-ce qu'on doit poursuivre? On est surtout seul. On a l'impression d'être seul. Que fait l'Europe, mon cher Jean-Christophe Lagarde? Hélas, on n'a pas que l'impression d'être seul. Juste avant, je voudrais quand même préciser pourquoi je suis là ce soir, parce que je sais qu'on va me reprocher d'être venu débattre avec M. Zemmour. D'ailleurs, beaucoup dans mon entourage m'ont conseillé de ne pas le faire. Je suis venu, d'abord je connais M. Zemmour depuis longtemps, mais parce que M. Zemmour est pour moi non pas un éditorialiste, un journaliste, mais un homme politique. Il défend des idées. Il ne se présente pas aux élections, mais il défend des idées. Ah oui, et c'est un homme politique. Alors il y a ceux qui disent non, il faut le laisser, alors que tous les soirs, il a la chance de pouvoir défendre ses idées, ce qui n'est pas mon cas, et je vous remercie de votre invitation. Et ces idées, parfois, pour moi, elles ne sentent pas bon, et elles sont quasiment toujours mauvaises pour la France. Et donc je préfère venir combattre les idées de M. Zemmour que de les fuir comme d'autres le font. Pour revenir sur la situation au Mali, je vais dire les choses comme je les pense. D'abord, nous avons tous rendu hommage à nos 13 soldats, comme à tous ceux qui les ont précédés. Je veux avoir une pensée particulière pour le fils de Jean-Marie Bockel, mon ami, sénateur du Haut-Rhin, qui est décédé aux commandes d'un des hélicoptères. Mais je trouve indécente la polémique sur est-ce qu'il faut rester. D'abord, la plupart du temps, on ne parle pas de ce que font nos soldats, nos héros, là-bas, pour nous protéger, pour nous défendre. Beaucoup avaient reproché à François Hollande la décision qu'il avait prise d'envoyer les soldats pour éviter la chute de Bamako, devant quelques groupuscules djihadistes, pas très nombreux, mais il y avait l'effondrement de l'État malien, l'effondrement de l'armée malienne. Et qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Et qu'est-ce que nous cherchons à faire encore aujourd'hui? C'est d'éviter tout simplement qu'on ait, comme ça s'est produit en Syrie et en Irak, un État islamiste qui s'installe au Mali. Très franchement, ça ne se passe pas bien. Il y a deux choses à regarder. L'action de nos militaires, leurs compétences, leur courage, fait qu'on arrive à contenir militairement les djihadistes. Mais l'État malien, les politiques maliens ne font pas leur boulot, ne reconstruisent pas un État, ne permettent pas en réalité de stabiliser dans le centre des écoles, une justice, et laissent la place aux groupes djihadistes. Donc, si militairement les choses en réalité sont tenues par l'armée française, bien seule, et je regrette que l'Europe ne fasse rien, elle a communiqué hier pour dire que la France était seule au combat. Que font les autres? Quand on défend, en l'occurrence, quand on interdit la création d'un État malien islamiste, en réalité, on protège bien sûr la France contre des attentats, parce que ça serait une formidable base arrière pour eux. Mais on protège aussi le reste de l'Union européenne. Alors on paye déjà le prix de l'argent, on paye le prix du sang. Il serait temps que l'Europe fasse aussi sa part du travail. On va laisser Éric Zemmour répondre sur ces points. Alors, d'abord, Monsieur Lagarde, je vous remercie de venir débattre avec moi. C'est toujours un plaisir. Moi, je ne demande que ça. Je ne sais pas si je suis un homme politique, mais en tout cas, je défends des idées et c'est une forme de politique. Je suis d'accord avec vous. C'est de la politique, en tout cas. Absolument d'accord. Donc, je ne demande que ça. Je ne refuse aucun débat. Et ceux qui refusent sont punis par eux-mêmes, puisqu'ils veulent me punir en même temps. Donc, c'est une discussion sans fin. Deuxièmement, sur on en a parlé hier, nous, dans cette émission. Sommes-nous seuls? Nos 13 malheureux soldats qui sont tombés dans cet regrettable accident, et on en a parlé hier, donc je ne vais pas revenir là-dessus. On est sur, et je suis d'accord avec vous en plus, sur le Mali et sur les autorités maliennes qui n'en font pas assez, etc. Donc cette discussion, on la laisse de côté. En revanche, on vient sur l'Europe. Et vous dites... j'entends très bien, il serait bien que l'Europe vienne à notre rescousse, vienne en tout cas nous soutenir, vienne avec nous. Qu'elle fasse sa part du travail. On se bat pour eux. Pour nous tous. Exactement. Et ben voilà, Monsieur Lagarde. C'est exactement le sujet. D'abord, quand vous dites l'Europe, ça n'existe pas. Parce que l'Europe n'est pas une nation. C'est tout le problème de notre discussion. Il n'y a pas de nation européenne, il n'y a pas de peuple européen. Tout simplement parce que ça n'existe pas, l'Europe. Il y a les nations européennes, oui. Il y a l'Europe civilisation, oui. Mais il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de nation européenne. Et donc, quand nous engageons des soldats, quand le chef de l'État engage des soldats, on voit bien que c'est la vie et la mort de ces hommes qui est en jeu. Il faut une légitimité énorme. Seul le chef de l'État français, parce qu'il est français, parce qu'il est élu par le peuple français qui existe, a la légitimité d'envoyer à la mort des soldats. Excusez-moi, l'Europe n'a aucune légitimité. C'est pas la chancelière allemande qui va envoyer à la mort des soldats français. Monsieur Zemmour, vous m'avez peut-être entendu dans la campagne européenne dire que je n'étais pas d'accord avec l'idée d'une armée européenne.
Parce que, exactement pour les arguments que vous défendez et que j'ai défendus. Sauf que... vous avez évolué là-dessus alors? Jamais. Je n'ai jamais été favorable. Trouvez-moi une seule déclaration où je dis que je suis favorable à l'armée européenne. Je suis favorable à une défense. Je suis favorable à une défense de l'Europe. C'est-à-dire que nous avons besoin de nous défendre ensemble face à de grandes puissances, notamment à l'est de l'Europe. Mais je ne suis pas favorable à une armée européenne parce que l'engagement militaire, il est par définition le fait d'une autorité qui doit être reconnue par les citoyens. Déjà, vous avez renoncé à cet engagement fédéraliste, non pas de vous, non pas de vous, mais de votre mouvance politique. C'est quand même intéressant de voir que les fédéralistes européens renoncent au cœur de la souveraineté européenne. Expliquer que le fédéralisme européen, ce serait d'avoir une armée européenne. J'ai toujours combattu cette idée. Et je pense que le fédéralisme européen, je pense que le fédéralisme européen auquel beaucoup ont renoncé, on y reviendra sans doute, pour le compte, c'est pas l'armée qui compte. En revanche, le fait que, quand il y a eu Daesh en Syrie et en Irak, le fait que seule la France et l'Angleterre, avec les États-Unis, soient allés se battre, les attentats, ils n'ont pas visé que la Grande-Bretagne et que la France. Il y en a eu en Belgique, il y en a eu un peu partout en Europe. Et donc, moi, je milite plutôt que de renoncer à construire l'Union européenne ou une vraie Europe, pour le compte, je milite tout simplement pour que chacun prenne conscience de ses responsabilités. J'ai eu un échange un jour avec le Premier ministre du Danemark. Le Danemark, l'Afrique, dont Dieu sait, même dans leur histoire, c'est pas leur truc. Ben, il se trouve qu'ils avaient commencé à comprendre, quand il y avait des millions de réfugiés qui affluaient sur le continent européen, que finalement, quand ça se passait mal en Syrie et en Irak, c'était aussi leur problème. Or, on n'a pas construit ça. Et ce qui me frappe quand vous parlez de la civilisation, etc., non, ce n'est pas vrai. Moi, je pense, pour le compte, qu'il y a, comme le pensait Victor Hugo, une nation européenne, qui est bâtie sur quoi d'ailleurs? Qui est bâtie sur la culture judéo-chrétienne, qui est bâtie sur la fascination à partir de la Renaissance sur les sciences, qui est bâtie sur l'habeas corpus, qui existe et qui a été inventé en Europe, bref, qui est bâtie sur un certain nombre de valeurs qui sont partagées dans tous les pays et valeurs qui ont besoin d'être défendues. Ce qui me frappe toujours quand je vous entends, monsieur Zemmour, c'est que vous considérez que l'histoire, en réalité, on doit la subir et pas la changer. Vous dites, comme il n'y a pas eu de nation par le passé, bah finalement, il n'y en aura jamais. Vous savez, la nation française, il y a 1000 ans de cela, le duc de Bourgogne s'affrontait avec le duc d'Aquitaine. Et le roi de France n'était jamais finalement qu'un duc par les autres. Et donc cette construction nationale, elle s'est faite par affrontement. Et au bout d'un moment, mais c'est la même chose pour l'Allemagne, sauf que ça ne s'est pas fait par affrontement, au bout d'un moment, on leur a permis tout simplement de vivre ensemble. Sinon, le roi de Navarre, M. Bayrou, serait en train d'affronter le roi de France, M. Macron. Là, c'est très intéressant parce que vous avez fait mine de renoncer au fédéralisme européen et donc vous y revenez par la fenêtre. Parce que cette idée-là... J'assume le fédéralisme européen et je vais expliquer pourquoi et dans quel domaine. Alors, je vais expliquer pourquoi et dans quel domaine. On va le laisser répondre déjà sur ce point. Cette idée-là des nations françaises qui sont comme des régions, je la connais, c'est Victor Hugo. C'est ce qu'elles étaient. Non, pas du tout. Reconnaissez-le. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Excusez-moi, monsieur Lagarde, ça n'a rien à voir. La France s'est faite à coups d'épée, comme disait le général de Gaulle. Et c'est fait sur 1000 ans. Et ça s'est fait par un roi de France qui a rassemblé tout le monde. Ce ne sont pas des régions qui se sont mises ensemble et qui se sont dit « Oh, coucou, on va se mettre ensemble ». Non, ça ne marche pas comme ça. Ça a marché à coups d'épée, éventuellement même à coups de mariage, pour la Bretagne, par exemple. Ou pour Henri IV, qui n'a pas fait à coups d'épée, qui a renoncé à la Vous avez raison, Henri IV, il a conquis même qu'à Paris. Il a même conquis la capitale à coups d'épée. Et qui, pour pouvoir être roi de France, a renoncé pour le compte à la religion. Où il avait changé déjà 4 fois. Et a fusionné les deux. Non, il n'a pas fusionné. Non, encore une fois, non, excusez-moi, non. Il y a un roi qui était légitime. On va pas faire un débat. Il était légitime. Non, mais c'est intéressant parce que c'est un mythe fédéral. C'est au départ, soit on a le mythe américain, on croit que les États américains c'est comme la France, l'Italie et l'Allemagne et qu'elles vont fusionner un jour dans un État. Les États américains, ils sont pas venus de leur plein gré. C'est quoi la guerre de sécession? Vous voyez, on est d'accord. Donc on est bien d'accord. Donc vous apportez de l'eau à mon moulin. Non, parce qu'une partie des États américains ont adhéré spontanément et d'autres qui ont été contraints. Donc voilà, par la guerre. Ça veut dire qu'on peut aussi le faire spontanément. Sauf qu'on a déjà qu'on ait une bonne raison de le faire. Et c'est la raison. Il y a eu déjà beaucoup de tentatives d'unification de l'Europe dans l'histoire. Il y a eu Charles Quint, il y a eu Napoléon, il y a eu même Hitler. Et tout ça a très mal fini. Et comme disait le général de Gaulle, on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. C'est ça votre problème. C'est que les œufs durs, c'est les nations. Et que vous voulez faire une omelette avec des œufs durs. Eh bien, ça ne marche pas. Et vous savez, même la cour de Karlsruhe, les Allemands, c'est simple. En 2009,
Vous devriez lire les arrêts de la Cour de cassation, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit il n'y a pas de peuple européen, donc il n'y a pas de nation européenne. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, et je vous laisse la parole, ce dont vous avez parlé tout à l'heure, judéo-chrétienne, vous auriez pu dire romain, grec, en gros, c'est la phrase de Paul Valéry. J'appelle européenne toute terre qui a été romanisée, christianisée et qui a subi la discipline des Grecs. Eh bien ça, monsieur Lagarde, ça s'appelle une civilisation. Mais ça ne s'appelle pas une nation. Alors, eh bien, je pense que cette notion de l'Europe fédérale. Je pense que cette civilisation, pour le compte, elle fait nation et elle peut faire nation pour peu qu'elle en ait la volonté politique. Vous expliquiez d'ailleurs tout à l'heure que finalement, ce qui fait la nation française, contrairement à la nation allemande, c'est la volonté politique. C'est pas autre chose que la volonté politique. Le terme de nation, vous admettrez que c'est un terme qui naît au moment de la Révolution, qui passe au-dessus du reste. Un peu avant. Oui, d'accord, mais c'est le fait national. Madame Pompadour parle déjà de nation. Le fait national, pour le compte, en France, il est un fait politique. C'est un fait culturel en Grande-Bretagne, c'est un fait linguistique, si j'ose dire, en Allemagne. Et donc, il y a différentes façons de faire nation. Et vous voulez dire que finalement, on ne pourrait pas faire autrement. Moi, je pense que l'histoire, il ne faut pas la subir. Il faut arriver à l'orienter, à la diriger, à la construire. Et vous pensez exactement le contraire. Pour l'instant, tout vous a donné tort depuis 50 ans, monsieur Lagarde. C'est tout ce que je dis, moi. Je ne pense pas que tout m'ait donné tort, parce que finalement, quand vous nous dites que l'idéal, c'est de construire l'Europe par la guerre, ou en tout cas qu'il n'y a que par la guerre. Qu'on a déjà essayé, que ça n'a pas marché. Je veux vous faire observer, monsieur Zemmour, que je préfère l'Europe telle qu'elle est depuis 70 ans que celle des 50 années précédentes qui ont valu 2 guerres mondiales. Et je trouve que même si elle n'a pas que des vertus, elle a au moins une vertu, celle de la paix, qui n'est pas un objectif, mais qui pour l'instant est un résultat. Pardonnez-moi, Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on aurait, Madame Kelly, besoin... N'oubliez pas, il va répondre tout à l'heure. Oui, bien sûr, allez-y. D'accord, mais... Non, mais allez-y. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de construire la défense de cette identité, de cette culture, et j'ose le dire le mot, de cette nation européenne? Pourquoi on a besoin? Parce que nous avons en face de nous de grands empires, qui pour le compte ne sont pas d'ailleurs plus des nations, multilinguistiques, multiculturelles. La Chine est-elle avec une seule langue et une seule culture? Mais c'est une nation. Excusez-moi, c'est une nation millénaire. Est-ce que la Russie aussi n'a pas plusieurs langues et n'a pas plusieurs cultures? Quoi de commun entre les gens qui sont au fin fond du sud-est, de l'Est asiatique et ceux qui sont à Moscou? Bref. La réalité, c'est qu'ils ont décidé, alors eux par l'épée certainement, c'est vrai, de construire une nation. Sauf que moi, je préfère avoir une Union européenne qui devrait nous permettre, si on en avait la volonté, de résister aux grands empires, plutôt que d'être seul face aux grands empires, parce que la France n'a pas le poids pour le faire. Et c'est une vision que je considère totalement passéiste de l'histoire, que de dire tout seul, on va être plus fort. Tout seul, on sera plus faible. On n'a déjà pas la capacité aujourd'hui, parce que les Américains, parce que d'autres contribuent à nous diviser, de résister à un certain nombre de leurs oukases. Et si je défends le fédéralisme européen, c'est justement pour défendre notre indépendance, notre souveraineté, notre capacité à décider pour nous-mêmes. Donc l'Europe, instrument de souveraineté. Je comprends très bien. Selon vous. Oui. Ah oui. Donc, monsieur Lagarde, il y a un problème dans votre propos qui est, je dirais, fondateur. C'est que vous nous dites d'abord, l'Europe, c'est la paix. Vieil argument, depuis 40 ans, on entend que ça. C'est en tout cas son résultat. C'est le résultat des 2 guerres mondiales. Vous savez, après les guerres de Napoléon, Chateaubriand disait, Napoléon a dégoûté l'Europe de la guerre. Et puis un siècle plus tard, on a eu 14. Il y en a même eu entre-temps. Hein. Oui, mais il y en a eu très peu, en vérité. Pas de grande guerre générale. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, il y a la paix, d'abord parce qu'on a eu 2 guerres mondiales et qu'on ne s'en remet pas. Deuxièmement, parce qu'il y a la bombe atomique. Troisièmement, parce qu'il y a la protection des États-Unis. En vérité, comme disait le général de Gaulle, les États-Unis sont notre protectorat. Et que l'Europe, le concept même de l'Europe, c'est de sortir de l'histoire, et c'est un projet kantien. Vous savez, vous vous souvenez du texte de Kant à la fin du XVIIIe siècle, la paix universelle. L'Europe, c'est ça. C'est, je sors de l'histoire, j'en ai assez des guerres, et je ne veux surtout pas entendre parler de la puissance. Et pour ce qui est de la défense, je me fais protéger par les États-Unis. Je vous demanderai un service. Tous les Européens pensent ça. Il n'y a que des fadas de Français qui veulent croire que, en faisant l'Europe, on allait refaire la France en grand. En vérité, on n'a fait que le monde Monsieur en Zemmour, petit. Je vous demanderai un service. Vous avez vos thèses. Mais je vous demande de ne pas calquer vos antithèses sur moi, parce que ce que je défends n'est pas ce que... Mais c'est ce que vous venez de dire. Ce que je défends n'est pas ce que vous dites. C'est ce que vous venez de dire. Je dis simplement que nous n'avons pas d'autres moyens, pas d'autres leviers pour pouvoir parler d'égal à égal avec des puissances que de construire cette puissance européenne. Alors si vous me dites qu'elle n'est pas construite aujourd'hui, j'en suis bien d'accord. C'est une des raisons pour lesquelles je défends un projet. Je vous dis mieux que ça. Je vous dis ce n'est pas dans l'ADN de l'Europe. Attendez, vous venez d'accepter l'idée qu'avait émise le général de Gaulle, en absence de l'Europe d'ailleurs, je vous le ferai remarquer,
que nous serions sous protectorat américain et donc en fait que nous sommes dans leur dépendance. Bien sûr. Pour quelqu'un qui défend la nation, notre identité, et qui dit finalement nous sommes dans la dépendance, donc une forme de colonie des États-Unis d'Amérique, demain peut-être des Chinois. On n'a pas de souveraineté, même souveraineté bancaire. C'est exactement ce que je voulais. Mais pardon, madame, c'est justement pour ça que nous Lagarde, disons depuis toujours que l'euro peut être une monnaie utile et une monnaie d'indépendance, à condition qu'on en fasse une monnaie d'échange internationale. Pour l'instant, c'est une monnaie d'échange entre nous. Ça à chaque fois, c'est la même chose. C'est la seule monnaie au monde. C'est la seule monnaie au monde qui n'a pas de capacité d'échange international parce que nous ne l'avons pas voulu nous-mêmes. Parce que des gens comme M. Zemmour nous expliquent que c'est nocif entre nous. Ah, pas du tout, Monsieur Lagarde. Faisons-en une arme. Monsieur Lagarde, c'est quand même extraordinaire. Parce qu'à chaque fois, c'est la même discussion avec les gens partisans de l'Europe. Avec vous aussi. Vous savez, c'est simple, en fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Depuis 40 ans, on a déshabillé la souveraineté des nations, et en particulier la souveraineté française, pour la donner à une souveraineté européenne. Mais là où le problème, moi je veux bien, après tout, vous savez, je dis assez souvent ici, je suis un admirateur de Napoléon, donc la France qui devient une espèce de grande Europe, ça me serait allé complètement. Mais là, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné des pans de souveraineté française et nationale à des technocrates et à des gens qui ne sont absolument pas légitimes démocratiquement, premier problème. Et second problème, à des gens qui, c'est ce que j'essaye de vous expliquer, mais vous ne voulez pas entendre ce que je dis, à des gens qui ne veulent pas de la puissance. Ils ne veulent pas ce que vous voulez. Et ça, vous ne comprenez pas que les Européens ne veulent pas ce que vous voulez. Ça veut dire, Monsieur Zemmour, que vous acceptez l'idée. Je peux assez être d'accord sur le fait qu'une partie de l'Union européenne, notamment l'Est de l'Europe, qui avait vécu sous le joug soviétique et qui accepte le protectorat et le fait d'être une colonie américaine, ne veulent pas la même chose que nous. Mais je vais aller au bout. Vous dites finalement, parce qu'ils n'en veulent pas, on ne changera rien, et donc on reste entre nous dans la dépendance. Faites-leur la guerre si vous voulez. Arrêtez. Attaquez l'Allemagne si vous voulez. Jusqu'à présent, le nostalgique de Napoléon qui aime les guerres napoléoniennes, c'est Éric Zemmour, c'est pas Jean-Christophe. Oui, au moins il y avait une cohérence. D'accord, il y avait aussi des pas chez vous. Il y avait aussi des milliers de morts auxquels il faudrait de temps en temps penser parce que la politique n'est pas qu'un jeu, elle peut avoir des conséquences dramatiques sur la vie humaine. Je reviens à ce que je dis. Pardon, mais vous êtes en train de dire finalement parce qu'ils ne se rendent pas compte que nous sommes prisonniers de nos propres errements, il ne faut surtout pas changer nos errements. Il ne faut surtout pas changer quelque chose qui ne fonctionne pas parce qu'en réalité, on ne l'a pas construit comme ça. Je dis souvent que l'Europe, c'est une voiture dont on a retiré les roues et le moteur. Forcément, c'est un peu compliqué d'avancer avec ça. Mais pardon, aujourd'hui, qui veut la démolition de l'Europe? En dehors de M. Zemmour. M. Trump. D'ailleurs, si vous n'existiez pas, il faudrait vous inventer comme allié. Monsieur Trump, quand il y a le Brexit, il se réjouit et il dit formidable, je vais pouvoir les dépecer parce que 27 séparés, c'est quand même plus simple. Mais pas que Monsieur Trump. Il y a des puissances financières et des puissances économiques majeures qui se réjouissent de pouvoir discuter d'État à État. Quand vous dites pour le compte qu'on est plus fort, moi je fais une comparaison entre l'amende de 13 milliards de dollars qu'on a infligée à Google au niveau européen et le pseudo-taxe ridicule qu'on a voulu faire sur les GAFA au niveau français. Et qu'est-ce qu'a fait Google cet été? Il a dit circuler, il n'y a rien à voir, je ne la paierai même pas. Seuls, nous n'avons pas ces moyens-là, parce que vous pourrez raconter aux Français autant que vous voulez que 70 millions de Français vont imposer leur loi à 350 millions d'Américains ou à 1,5 milliard de Chinois. Excusez-moi, c'est prendre les gens pour des... Éric Zemmour. Mais personne ne dit ça. Personne ne pense que la France veut imposer sa loi. Alors aux vous allez Américains. faire quoi tout seul? D'abord, on n'est jamais tout seul. Dans l'histoire de France, personne n'a jamais été tout seul. Il y a toujours eu des alliances. Deuxièmement, je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, avec 500 millions, ça n'empêche absolument pas les Américains de nous imposer l'extraterritorialité de leurs droits. Et que fait l'Europe? Rien. Mais attendez, donc, Monsieur Zemmour, reconnaissez au moins... Vous êtes un observateur... Sauf qu'un État pourrait absolument... affronter cela. Regardez la Russie. Monsieur Zemmour, vous êtes un acteur politique, mais un observateur attentif. Je juste... D'une phrase. Rapidement. Reconnaissez que j'ai défendu, moi, les lois extraterritoriales européennes pour répondre aux Américains, que j'ai défendu le fait d'avoir une monnaie d'échange internationale pour répondre aux Américains, et donc reconnaissez que l'Europe que je défends n'est pas celle que vous critiquez. Mais bien sûr, évidemment, mais c'est le problème. C'est que l'Europe que vous défendez, en vérité, l'Europe, c'est le fantasme français. Non. Et que les autres n'en veulent pas. Et vous ne voulez pas le comprendre. Et c'est ce que j'essaye de vous expliquer depuis tout à l'heure. Ça fait 50 ans qu'on enlève des pans entiers de la souveraineté française
française en disant « Oh, mais tout seul, t'y arrives pas, t'es un pauvre nul, etc. » et qu'on donne à quelque chose qui va dans un trou noir. Quand vous dites ça, donc c'est quand même extraordinaire. Il n'y a qu'un point d'accord. Et attendez, il n'y a qu'un point d'accord, c'est le pouvoir aux technocrates. Non, mais c'est pas seulement ça. Vous voulez faire croire aux Français que la France n'est plus autonome dans l'Union européenne parce qu'elle a partager un certain nombre de pouvoirs. Absolument, monsieur Lagarde. Elle ne les a pas partagés, elle les a abandonnés. Mais je reprends l'euro. C'est fabuleux de vouloir faire croire aux gens, c'est parce qu'ils ont une mémoire courte la plupart du temps. Mais enfin, quelle était la souveraineté du franc face aux marques alors qu'on se réalignait face aux marques en permanence, alors même qu'on n'avait pas d'euro. Mais parce qu'on les plus anciens qu'on dévaluait en permanence pour se référer aux marques. Donc nous n'avions pas de souveraineté puisqu'on s'alignait sur l'Allemagne. Vous avez raison. Et ce n'est pas l'euro ni l'Europe qui est. Vous avez raison, mais pourquoi on s'alignait sur l'Allemagne ? Pour deux raisons. On ne s'est pas aligné sur l'Allemagne pendant tout le mandat du général de Gaulle. Bon. Parce qu'il n'y avait pas de décrochage à l'époque. Merci. Je ne vous le fais pas dire. Donc, c'est parce qu'on a suivi une mauvaise politique. Oui. Et deuxièmement, donc c'est pas l'Europe, c'est la politique nationale le problème. Attendez, à partir de 1983, on s'est aligné sur le marque. C'est le choix des Français. On aurait très bien pu jouer comme les Anglais, les taux de change flottants. C'est les Français, c'est les élites françaises qui sont fascinées par l'Allemagne et qui ont votre surmoi européen, qui ont voulu déjà préparer l'accrochage au Deutschmark et donc l'accrochage à l'Europe. C'est idéologique tout ça, monsieur Lagarde. On aurait très bien pu faire autrement. Pardon, monsieur Zemmour. Et deuxièmement, quand vous dites, parce que c'est toujours la même chose, vous nous expliquez en gros que tout seul on peut rien faire et que à plusieurs on est mieux. Oui, on est plus fort à plusieurs si on est d'accord. Sauf qu'aujourd'hui on est en désaccord sur tout. Et il faudrait quand même parler de l'Allemagne, le fameux couple pacte franco-allemand qui n'a jamais existé. En vérité, qui était, le général de Gaulle avait un terme beaucoup plus viril. Il parlait pas de couple, il disait le jockey et le cheval. Sauf que pour lui, la France devait être le jockey et l'Allemagne le cheval. Sauf que depuis 20 ans, c'est l'Allemagne qui est le jockey et la France qui est le cheval. Et aujourd'hui, nous avons une situation très intéressante, c'est que le cheval français regimbe. C'est que Macron ne veut plus se laisser faire. Et là, on a un affrontement. Vous avez vu sur l'OTAN, ça me donne 1000 fois raison. Qu'est-ce que dit Macron ? En gros, il dit... L'OTAN est mort, sous-entendu, il faut arrêter de se faire protéger par les Américains. Qu'est-ce que dit Madame Merkel et pas les pays de l'Est que vous semblez mépriser ? Pas Madame Merkel dit, pas question, l'OTAN, c'est notre protection. C'est exactement, monsieur Lagarde, la réponse qu'ont faite les députés allemands au général de Gaulle en 1963. Et c'est déjà ce qui l'a poussé à quitter doucement l'Union. Bien sûr, j'ai fini. Et à aller vers les pays de l'Est, et en particulier la Russie. Et on voit aujourd'hui M. Macron faire la même chose, c'est-à-dire tendre la main à la Russie. C'est-à-dire la vieille alliance d'or vert des Français depuis 2 siècles. Jean-Christophe Lagarde, l'Allemagne est encore notre allié ? Il y a plus, bien évidemment, mais il y a plusieurs inexactitudes dans ce que dit M. Zemmour. D'abord, le marque, c'est pas à partir de 83. Je vous rappelle que sous Valéry Giscard d'Estaing et Raymond Barre, il y a eu des dévaluations parce qu'on était bien obligé de s'aligner et c'était en réalité du fait de la pression des marchés qui était en train de renchérir le coût on aurait pu choisir et de l'inflation. Assumer le taux de change flottant. Bien sûr, on était à l'époque à une inflation de 13-14% et tout ça était formidable. Les Français qui ont vécu cette période-là savent très bien que l'inflation est rarement un gain pour le consommateur. Ça dépend. Pour acheter un appartement, c'est très bien. Je vous ai écouté, vous allez me faire le plaisir de faire la même chose. Je vous en prie. Deuxième chose, vous parliez du cheval et du jockey. Mais pardon, si aujourd'hui nous ne sommes plus les jockeys, ce sont nos erreurs nationales. Pendant que les Allemands, et je n'ai aucune admiration particulière, ont fait le boulot, ont fait des réformes, ont eu une capacité à exporter, à avoir effectivement des produits qui étaient attractifs, et que nous avons fait des erreurs politiques. Alors vous faites le reproche aux Allemands d'avoir fait des bons choix. Moi, je préfère plutôt qu'on se dise, nous, Français, avons fait les mauvais, il serait peut-être temps de faire les bons. Mais ce n'est pas le problème du couple franco-allemand, c'est le problème de la France, pour le compte, des erreurs qu'elle a commises. Enfin, pardon de le dire, mais moi, je suis le seul responsable politique français. Vous pouvez aller chercher dans les archives de l'Assemblée nationale. À avoir voté contre l'intégration des nouveaux pays de l'Est dans l'Union européenne, c'était en 2004 ou 2004, si je me souviens bien, parce qu'ils ne partageaient pas le même projet que nous. Et que je pense que nous n'avons aucune chance de recouvrer notre indépendance et nos souverainetés si nous ne sommes pas capables d'avoir une Europe politique que vous appelez fédérale. Ça ne veut pas du tout dire qu'on ira à la spécificité française, mais qui veut dire que quand on doit aller discuter avec M. Xi, comme il n'y a pas très longtemps, le président français est allé voir le président chinois. On n'est pas en situation de dépendance. Quand il se passe à Hong Kong, on n'est pas obligé de se taire. Simplement, on est obligé parce que là, on est en permanence sous pression, ou M. Trump d'ailleurs, en permanence sous pression des menaces contre les uns et les autres. Alors, il joue habilement de nos divisions, et c'est justement donc que le problème est dans nos divisions
Et si nous n'étions pas divisés, à ce moment-là, nous serions capables de faire nos propres choix et d'imposer nos volontés, M. Zemmour. Monsieur Lagarde, il ne joue pas de nos divisions. J'essaye de vous expliquer. Il les alimente même. Non, ils ne jouent pas du tout. Ils sont au-dessus de ça. Ils n'ont pas besoin de jouer de nos divisions. Ils jouent du projet européen. Vous avez lu il y a un mois l'interview de Mme Vestager, la commissaire européenne à la concurrence, très intéressante. Parce que là, vous voyez vraiment l'idéologie européenne. C'est le marché, la concurrence, l'ouverture des frontières. C'est pas une idéologie. Si, c'est une idéologie. Ça s'appelle une idéologie néolibérale. Et ça s'appelle une idéologie de la concurrence. Et c'est le projet de l'Europe depuis le traité de Rome, Monsieur Lagarde. Non. Et vous ne voulez pas le voir. Et ça a été aggravé par Maastricht avec la concurrence fiscale et sociale. Pouvez-vous dire que c'est le projet du traité de Rome? Vous voyez, vous me dites, quand je vous interromps, vous me dites il faut me laisser parler. Laissez-la terminer de noter. Le projet du traité de Rome, c'est ça. C'est la concurrence. Vous pouvez le relire. Ce n'est que ça. Je vous accorde d'avance qu'à l'époque, c'est les Allemands qui font mettre ça, et que pour eux, dans la tradition de leur ordolibéralisme, c'est uniquement les biens et services. Je ne parle pas de la finance, etc. Ça, je vous l'accorde d'avance. Et à l'époque, il n'y a pas de concurrence fiscale et sociale. Ça, c'est les Anglais qui le mettront dans le traité de Maastricht. Comme cheval de Troie dans l'Union européenne. Absolument. C'est pour ça que je me réjouis de leur départ. Bah, vous voyez, on est d'accord. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que vous ne voulez pas voir que, même si on est petit par rapport aux Chinois et aux Américains, le problème de l'Europe, c'est qu'on n'a pas le même projet, on n'a pas les mêmes intérêts. Et qu'on le voit aujourd'hui avec l'Allemagne. Vous avez évacué le problème de la défense. Mais je voudrais y revenir, parce que c'est très révélateur. On essaye de faire des projets franco-allemands, et ça ne marche pas. On essaie d'un avion commun, ça ne marche pas. C'est un vrai problème, Monsieur Lagarde. Jean-Christophe Lagarde. Vous savez, il nous reste peu de temps. Bien souvent, dans la vie publique, dans la vie politique, dans la vie nationale, voire européenne et mondiale, les événements vous contraignent. Ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas avoir le même projet de défense, c'est pour ça que je parle de défense européenne, se défendre grosso modo, et ça satisfait les pays de l'Est, contre un danger venu de la Russie. Mais il y a des choses nouvelles, parce que ça, c'est ce qui se passe depuis 70 ou 80 ans. Il y a des choses nouvelles. Il se trouve qu'il y a des dangers qui viennent du Sud et qui viennent du Moyen-Orient. Oui. Il y a des pays qui l'ont réalisé et d'autres qui ne l'ont pas encore réalisé. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas réalisé qu'on va dire tiens, on ne s'en occupe pas, ou on ne peut pas le faire, ou on ne peut pas le faire ensemble. Je pense que ça, c'est une erreur. Premier élément. Deuxièmement, vous ne pouvez pas dire que le projet européen, initialement, était un projet ultralibéral. C'est devenu. J'ai dit la concurrence. Attendez, c'est devenu un projet ultralibéral, mais pardon pour les gens qui nous écoutent, parce que vous, j'arriverai pas à vous convaincre, mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent savoir de quoi il s'agit. Dans le traité de Rome, on fait la communauté du charbon et de l'acier. C'est un système qui est. avant, monsieur Lagarde. On part de la communauté du charbon et de l'acier. Vous avez raison. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait en fait un programme très dirigiste qui vise à produire notre indépendance énergétique et notre indépendance au niveau de l'acier. La politique agricole commune, issue pour le compte de l'Union européenne pendant des décennies, ça a été quoi? Ça a été de dire à des agriculteurs, voilà ce que vous allez faire pousser. En telle quantité, on va vous l'acheter à tel prix. C'était très loin de l'ultralibéralisme. Le verre est dans le fruit. Et je dis, à partir de 1989, je termine cette explication. Rapidement. À partir de 1989, le verre est dans le fruit parce que sous le coup de l'idéologie libérale, ultralibérale, y compris américaine, de la mondialisation dérégulée, on l'a fait même à l'intérieur de notre continent. Et l'erreur, elle n'est pas, entre guillemets, d'avoir construit l'Europe, c'est d'avoir eu ce virage entre un système qui était très planifié, parfois trop, à un système totalement dérégulé qui fait de nous les naïfs de l'économie mondiale. C'est la mondialisation, Éric Zemmour. Non, c'est de ne pas se servir de l'Europe pour réguler la mondialisation à notre profit. Monsieur Lagarde, Éric Zemmour. Deux choses. Un, la politique agricole commune a été imposée par la France et le général de Gaulle contre, il le dit dans Perfide, c'était de Gaulle, contre le fait qu'on ouvrait le marché aux voitures allemandes. De Gaulle le dit textuellement. Donc, si vous voulez, c'est un accord commercial. Et tout le monde était gagnant à l'époque. Et ben voilà. Je suis d'accord avec vous. Donc on peut arriver par partenariat sans la guerre. Je ne suis pas contre des accords de libre-échange, ça existait avant le marché commun. On peut arriver par partenariat sans la guerre à construire du gagnant-gagnant entre Européens. Non, pas du tout. Mais ça, c'est des accords entre pays. C'est vieux comme le monde, ça. Il y a eu des accords de libre-échange entre la France et l'Angleterre sous Louis XVI. L'accord agricole qui nous a servi sur l'ensemble du continent européen, demandez aux agriculteurs si ça ne leur permet pas d'exporter. Pas aujourd'hui, c'est une catastrophe. Mais ça, c'est à cause des normes que des technocrates imposent aux agriculteurs français et pas à ce qui rentre en Europe ou aux autres Européens. Il y avait une préférence communautaire, c'est-à-dire qu'il y avait un protectionnisme des six, imposé par la France, encore une fois, et les Allemands disaient, bon, on leur concède ça... Et pas que dans le domaine agricole. Pas que dans le domaine agricole, absolument. Et les Allemands disaient, on leur concède ça parce que les Français, sinon, ne signeront pas le reste. Donc vous êtes en train de dire que c'est le virage qui a été pris qui est une erreur, c'est pas l'Union européenne qui est une erreur. L'Europe des six, c'est l'empire de Napoléon.
Bah évidemment, c'est l'Europe de l'Ouest avec la France et l'Italie du Nord. L'Empire de Napoléon, il est allé jusqu'à la Pologne. Non, pas du tout, vous confondez, c'était un allié. Votre échange est passionnant, mais on est obligé de... Mais ce que je veux dire par là, un dernier mot, Éric Zemmour. C'est que vous ne voulez pas comprendre que votre projet est profondément français et qu'il n'est pas partagé par les autres. Et que vous n'y arriverez pas. Et que donc, en attendant, vous affaiblissez la France pour renforcer une Europe chimérique. Votre vision européenne, c'est celle de ma grand-mère. C'est-à-dire qu'elle est née en 1914. Mais malheureusement, pour vous, votre grand-mère avait du bon sens. Elle est tellement datée. Il s'est passé un petit peu de choses et on a des enjeux mondiaux qui ne sont plus les mêmes. Le monde ayant changé, nous devons être capables de construire quelque chose qui est un instrument de puissance. Ça ne l'est pas aujourd'hui, j'en conviens volontiers. C'est une des raisons pour laquelle il faut se battre pour que ça en soit. Parce que vous, quand l'instrument n'existe pas, vous dites il vaudrait mieux le détruire. Non, moi, je dis il vaut mieux le construire. Il vaut mieux nous renforcer, nous. Il vaut mieux le construire. Il vaudrait mieux nous renforcer, nous, plutôt que nous affaiblir volontairement. On va refaire ce débat, si vous voulez. On va le poursuivre une autre fois, si vous le souhaitez. Débat passionnant, en tout cas. Merci. Excellente fin de soirée sur CNews.